Et je tiens à saluer le docteur Kanda Dwalonji Jean-Paul depuis la ville de Mbujimayi en RDC. Je salue aussi Junior Biancadi depuis la RDC. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour le docteur François Gaz et moi de vous accueillir pour notre première séance de partage d'expérience pour cette semaine. Nous sommes à la semaine 3 de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact et cela fait partie du cycle d'action complet qui a été lancé depuis le mois de mars dernier. Nous avons commencé avec 2 semaines de partage d'idées et de pratiques à travers le moteur d'idées, ensuite 4 semaines d'analyse de situation, 2 semaines d'hackathon, de plan d'action et maintenant 4 semaines d'accélérateur d'impact. Et si vous ne le savez pas encore, j'aimerais simplement faire cette petit rappel. Si vous n'avez pas encore demandé votre invitation, allez-y, faites-le le plus tôt possible. Demandez votre invitation pour Teach to Reach Connect, c'est notre événement trimestriel de réseautage. Et cette fois-ci, c'est sous l'égide d'une santé. Nous allons ouvrir nos portes à tous les professionnels de la santé et pas seulement limité aux professionnels de la vaccination comme par le passé. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 17 juin prochain. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes à la 3e semaine de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Et chaque semaine, on vous demande de fixer une action. Fixer une action que vous allez compléter d'ici vendredi. Et je vais vous inviter à cliquer sur le lien que je vais mettre dans le chat maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore fixé votre action pour cette semaine, cliquez sur le lien maintenant. Prenez 1 minute et demie voire 2 minutes pour répondre à ces 2 questions. Comme ça, vous aurez un but, vous aurez un objectif pour cette semaine, vous aurez une tâche à accomplir d'ici la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que vendredi, on va vous demander de nous dire ce qui s'est passé au courant de la semaine. On va recueillir votre expérience, vos leçons apprises, vos défis ou bien vos histoires de réussite, afin que vous soyez à l'honneur lundi prochain lors de notre assemblée générale. Mais comme d'habitude, je l'ai reconnu tout à l'heure, le docteur François Gaz, il nous accompagne chaque fois pendant nos séances de partage d'expérience. Il écoute surtout très attentivement ce que vous partagez. Il est là pour poser des questions d'éclaircissement, mais surtout à travers son riche expérience, aussi pour servir de guide, pour nous aider et nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre ou bien l'implémentation de nos plans d'action. Bonsoir François. Bonsoir Charlotte, et ravi d'être là avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, les 20 personnes en plus de nous deux, et d'écouter leur expérience et j'espère qu'elle soit le plus claire possible pour que tout le monde profite de leur expérience, de leurs problèmes, des succès, parce que c'est le but un peu de ce partage d'expérience. À toi, Charlotte. Et merci beaucoup, François. Et sans plus tarder, comme nous l'avons dit, c'est une séance de partage d'expérience. Nous sommes là surtout pour vous écouter. Et je vais me retourner maintenant vers Nicolas Kachama. Nicolas, tout à l'heure, vous avez souhaité prendre la parole pour partager votre écran. Allez-y, activez votre micro. Et si vous pouvez suivre un peu les questions qui sont affichées à l'écran. Et n'oubliez pas d'abord de vous présenter. Et je vais aussi inviter les pairs qui sont dans la salle. Si vous avez des questions à l'endroit de Nicolas, n'hésitez pas à saisir vos questions dans le chat ou bien levez la main si vous voulez poser votre question ou bien commenter sa présentation. Et aussi j'insiste dessus, si vous voulez aussi partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire. À vous, Nicolas, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Nicolas Kachama Saïdia. J'interviens à partir de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu. Je travaille dans la zone de santé de Miti Muresa, précisément à l'hôpital de Kavumo comme nutritionniste. En fait, mon défi pour IA 2030, c'était de participer dans l'amélioration de la couverture vaccinale dans la zone de santé de Miti Muresa.
Et comme maintenant, comme changement ou stratégie, je compte maintenant instaurer le système de registre communautaire pour lequel les relais communautaires pouvaient tenir à chaque séance de vaccination et inscrire tous les enfants qui ne se sont pas absentés à la séance, les identifier et puis encourager leurs mères à la séance prochaine d'amener leurs enfants à la vaccination. Pour l'action que je compte maintenant faire cette semaine, je compte organiser une descente dans des structures sanitaires pour briefer certains relais qui ont quand même encouragé mon initiative dans la zone de santé pour le système de registre communautaire, leur briefer comment l'activité doit se passer dans la communauté et comment tenir maintenant les registres et pour inscrire tous les enfants avec 0 dose. Maintenant, à la fin de la semaine, je compte maintenant déterminer maintenant les enfants que ces relais ont inscrits dans les registres et les stratégies pour les attraper afin que ces enfants maintenant puissent recevoir leur vaccin. Maintenant, il y a quelques questions qu'on me pose souvent quand je suis dans la communauté. Pourquoi on donne les vaccins gratuitement pendant que quand les enfants tombent malades ou les femmes enceintes, on leur paye les soins médicaux pour d'autres pathologies? L'argument que j'ai toujours donné, j'ai toujours dit au fait que les vaccins d'abord coûtent cher et que c'est le rôle régalien de l'État de pouvoir maintenant protéger son peuple. Alors, je ne sais pas, est-ce que mon argument là que je donne est convaincant ou bien mes amis peuvent m'augmenter pour que des mois après demain, si on me posait cette question-là, que je puisse aussi avoir un argument que je peux donner afin de convaincre la communauté. Mais j'ai toujours dit aussi que ce n'est pas seulement le vaccin qu'on donne gratuitement. Il y a la distribution des moustiquaires aussi qu'on donne gratuitement. Il y a la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole qu'on donne aussi gratuitement. Alors, je ne sais pas, est-ce que mes amis aussi ont un argument à m'ajouter pour que je puisse vraiment être outillé davantage, pour que je puisse bien faire mon travail et que je puisse arriver au bon résultat? Je dis, je vous remercie. Et merci beaucoup, Nicolas Kachama. Avant que je me retourne vers Fidèle Shibanda, vous avez suivi la question de Nicolas qui a adressé aux pères, aux autres membres du mouvement qui sont ici. Nicolas veut savoir si cet argument qu'il donne pour justifier la gratuité de vaccins, est-ce qu'elle tient? Par rapport à vous, quelle est votre expérience de cette situation? Quelle réponse donnez-vous souvent aux parents ou bien aux membres de la communauté qui vous posent la question, pourquoi est-ce que les vaccins sont gratuits? Donc, OK. Nicolas, il y a une question dans le chat de Olivier Dia qui commence d'abord à vous remercier. Il dit, combien de centres de santé avez-vous et le nombre de centres à briefer cette semaine sont combien? Donc, Nicolas, est-ce que vous pouvez directement répondre très rapidement à la question de Olivier? Merci beaucoup. En fait, la zone de santé compte 18 centres de santé. Et moi, je compte maintenant visiter des centres de santé puisque ces centres de santé aussi sont beaucoup éloignés les uns des autres. Je compte visiter des centres de santé pour restaurer le système là de registres communautaires et briefer les relais communautaires sur comment ils vont tenir ces registres. OK, merci Nicolas. La semaine dernière, vous nous avez dit que vous avez pu identifier à travers les registres communautaires 36 enfants 0 dose ou insuffisamment vaccinés. Est-ce que pour cette semaine, est-ce que vous avez une idée sur les chiffres? Bon, pour cette semaine, je n'ai pas une idée sur les chiffres, mais je compte maintenant avoir le nombre à la fin de la semaine, puisque okay, ça va me faire un suivi que je puisse avoir vraiment les chiffres réels. D'accord, merci. Et il y a la main levée de Fidèle Shibanda. Fidèle, allez-y, activez votre micro. Vous avez la parole. OK, merci Charlotte, merci à tout le monde. Je remercie également notre ami qui venait de nous présenter tout à l'heure. L'argument qu'il venait d'avancer, c'est bon, mais il faut ajouter ceci. En rapport avec la vaccination,
tout le monde est censé être malade. Mais la politique du PEV et de chaque gouvernement, on a ciblé les populations cibles du PEV. Avec les femmes enceintes, nous avons compris que les femmes enceintes, ce sont des cibles vulnérables contre le tétanos. C'est vraiment contre cet aspect-là qu'on les a récupérés. L'État congolais ou l'État de chaque pays voit la population cible. Les femmes enceintes font partie de la cible vulnérable qu'il faut protéger contre le tétanos et contre la diphtérie ou autre maladie pour l'enfant qui est au sein de la mère. Mais par rapport aux enfants, nous disons, c'est un argument aussi qu'il faut avancer, et celui-ci. L'État est en train de les protéger contre ces maladies-là. Il ne peut pas prendre tout le monde, mais on a pris les enfants de 0 à 11 mois. Ce sont ces enfants-là que l'État prend en charge ou le PEV prend en charge gratuitement. La gratuité, c'est pour la personne qui reçoit le vaccin. Mais le vaccin coûte cher. L'État paye pour cette cible-là, ainsi que d'autres partenaires. Si c'était concerné pour tout le monde, l'État payerait plus que ça. C'est ainsi qu'on a ciblé les enfants de 0 à 11 mois, selon chaque pays, comme en RDC, c'est des enfants de 0 à 11 mois qui est la cible du PEV, et les femmes enceintes. Ok, merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup pour cela, Fidèle Shibanda. S'il vous plaît, vous avez écouté l'expérience partagée par Nicolas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou bien levez votre main si vous voulez prendre la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Fidèle a dit par rapport à la raison de la gratuité des vaccins pour les populations, bien sûr, l'explication de la gratuité des vaccins pour les populations, vous pouvez aussi saisir vos commentaires dans le chat ou lever la main. OK, je vois la main levée de Cha Nasugu. Cha Nasugu, allez-y, vous avez la parole. Et merci beaucoup. Pour ajouter par rapport à la gratuité des vaccins. Excusez-moi, Cha, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, c'est M. Nasugu Cha. Je suis chargé de la vaccination dans le district sanitaire d'Agou. C'est au Togo. Nous sommes au Togo. Donc, pour répondre disons, ajouter par rapport à la gratuité des vaccins, donc il faut dire que les arguments que souvent nous donnons, puisque nous sommes aussi confrontés à ces difficultés, c'est que la vaccination permet d'éviter donc, disons, les maladies à potentiel souvent épidémiques. Et nous leur disons également que souvent pour ces maladies, donc il n'y a pas de médicaments. Alors, l'État se soucie vraiment de la population parce que une fois qu'un enfant, par exemple, est attaqué, l'enfant là peut transmettre rapidement cette maladie et ça va, n'est-ce pas, contaminer toute la population. Alors, nous savons que quand il y a une épidémie, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, l'État veut prévenir tout cela, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Quand il y a des épidémies, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, l'État se soucie de la population et voudrait prévenir au lieu de laisser qu'il y ait des épidémies avant de pouvoir réagir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cha Nasugu, pour cela. François? Je pense que, merci Charlotte, merci pour votre partage. Je pense qu'il y a eu des bonnes idées là pour alimenter et pour répondre à la question de Nicolas. Et effectivement, je crois que c'est le point clé, c'est on prévient comme on vient de le signaler au Togo, on prévient des maladies qui vont coûter cher à la famille et à l'État si on n'est pas vacciné. Et certaines maladies, effectivement, on risque d'en mourir. Et pour certaines de ces maladies, il n'y a pas de vrai traitement. Pour certaines, il y a un traitement qui coûtera cher. Si on fait une pneumonie après un épisode de rougeole, ça va coûter cher. Et effectivement, la gratuité des vaccins,
les vaccins sont payés par le gouvernement, ils ne sont pas vraiment gratuits. Il y a une aide internationale, mais le gouvernement paye les vaccins classiques et l'aide ne se conçoit que pour les vaccins très chers. Et je pense que c'est un investissement du gouvernement. Dans tous les systèmes de santé, il y a des défaillances au niveau de certains médicaments. On rêve tous que les médicaments soient gratuits par le gouvernement, mais bon, ça, c'est une contribution importante de vos gouvernements. Et donc, peut mieux faire. Il y a sûrement d'autres potentiels qui pourraient aider les populations. Je crois que les deux arguments sont valables. C'est des maladies graves qui peuvent être prévenues et qui coûteront cher à la personne et à l'État si une épidémie se déclare. À toi, Charlotte. Merci François, et je vois d'autres commentaires dans le chat, juste pour dire que même lorsqu'on parle du gouvernement qui paye pour les vaccins, nous savons que le gouvernement, l'État utilise les finances qui proviennent d'où parfois les populations, ils payent les impôts. Donc, ils sont tous aussi, ils contribuent aussi à l'achat d'une manière peut-être indirecte à l'achat des vaccins. Et je vois Arthur qui dit, nous disons aux populations qu'en réalité, le vaccin n'est pas gratuit. Il est gratuit pour l'enfant qui le reçoit, mais l'État et les partenaires payent ces vaccins, mais les rendent gratuits aux populations. Donc, voilà un peu, j'espère que Nicolas, je vais vous inviter à activer votre micro. J'espère que vous avez trouvé réponse satisfaisante à votre question et que vous avez constaté que vous étiez sur la bonne voie. Oui, mais en tout cas, je suis très content sur comment mes amis viennent de d'enrichir mon argument. Et je pense que là, j'ai maintenant un argument que je peux maintenant prétendre afin que la communauté puisse maintenant comprendre sur les bienfaits du vaccin. D'accord, merci beaucoup. Et je vous invite maintenant, vous avez la possibilité de lever la main. Nous venons d'écouter l'expérience de Nicolas Kachama. Vous avez un défi de la vaccination et vous avez développé un plan d'action IA2030 avec un objectif que vous souhaitez atteindre. Maintenant, au début de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact, vous avez fixé un objectif spécifique que vous souhaitez atteindre d'ici le 17 juin. Maintenant, où en êtes-vous avec cela? C'est la question qu'on vous pose parce que vous avez déposé, développé un plan d'action. Êtes-vous prête à passer à l'action? Plusieurs d'entre vous avez répondu oui à ces questions et dans votre participation à cette rampe de lancement. OK, pour Junior qui cherche Junior, je vais simplement vous donner la possibilité d'activer votre micro. Allez-y, Junior, je vous invite à activer votre micro. OK, c'est fait. Allez-y, vous avez la parole et commencez d'abord par vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Junior. Je suis de la LDC. Je suis médecin dans un district de santé ici. Alors, j'ai un... Junior, vous venez de désactiver votre micro. Je vous invite encore d'activer le micro. Et pour tous ceux qui ont des soucis de connexion Internet, vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. OK, Junior, allez-y, votre micro est activé. J'espère que votre connexion Internet, ça passe bien. Et puis, peut-être, je vais vous demander de nous dire quand est-ce que vous avez rejoint le mouvement IA2030 et est-ce que vous avez développé un plan d'action? Comme ça, après, vous allez poser votre question. Oui, Charlotte, j'ai développé le plan d'action. C'est depuis, depuis les débuts, hein, donc je me dis, peut-être que j'ai oublié les mois. Et donc, je pense que c'est au mois de mars ici, hein, qu'on a commencé les mouvements ici. En fait, j'ai un défi en fait à relever parce que donc, je travaille dans une zone de santé. Alors, les défis, c'est comment
réduire en fait donc les taux de perte en vaccins. Et les vaccins qui me concernent, c'est les BCG ici. Pourquoi? Parce que nous avons toujours été approvisionnés en vaccins. Bon, l'État nous approvisionne, mais souvent, bon, les vaccins, la quantité qui nous arrive, elle est vraiment, parfois, elle ne couvre pas tous nos besoins. Mais alors, pendant que la quantité que nous avons ne couvre pas assez de besoins, nous avons aussi dans la zone, lorsque nous réalisons la vaccination, les taux de perte faits en ces vaccins-là est aussi élevé, c'est-à-dire qu'au-delà des 30%. En fait, je me dis, il y a un dilemme. Nous sommes assez faiblement approvisionnés en ces vaccins-là, qui est les BCG, mais également, nous en perdons beaucoup. Alors, je me demande, il faudrait peut-être qu'à notre niveau, essayer de minimiser un peu, donc de réduire les taux de perte de ces vaccins qui est de 30% au moins à 20%. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé ces défis-là pour essayer donc de voir avec les amis de la communauté comment on peut m'aider face à ces défis-là. Alors, j'ai fait les plans, mais dans les plans, l'objectif ici, c'était d'abord d'essayer de me former ou bien à former les prestataires dans la gestion donc, de ces taux de perte-là en vaccin. C'était un peu l'objectif ici de ces plans. C'est-à-dire que dans la formation, j'aimerais avoir des stratégies. Peut-être que les autres ont, ou bien localement, pour essayer d'aller vers la réduction de ces taux de perte localement ici, donc dans la zone de santé. C'était cela. Mais je me suis dit que chercher à former, parfois difficile et c'est compliqué, peut-être faute de moyens. Pourquoi ne pas chercher une autre stratégie, celui d'aller rencontrer peut-être les personnels qui vaccinent pour qu'ensemble, qu'on discute sur quelle est la stratégie donc, que l'on pourra mettre en œuvre pour essayer de réduire localement ces taux de perte. C'est pour cela que je me suis fixé comme objectif la semaine passée, bien que je n'avais pas pu parce que nous sommes en train de réaliser une campagne de distribution des moustiquaires dans les écoles. Et j'ai encore relancé les mêmes objectifs pour cette semaine ici, de rencontrer un peu les prestataires au niveau des sites de vaccination, ensemble pour que nous développions une stratégie qui pourra nous permettre à réduire ces taux de perte. Voilà un peu l'objectif de cette semaine ici. OK, merci beaucoup, Junior, pour ce partage. J'ai une question pour vous avant de me retourner vers l'assistance. Quel est le taux acceptable? Donc, quel est l'objectif, le taux acceptable, le taux de perte acceptable pour le BCG en RDC? Je ne vais pas demander… Les taux, il est de 30%. Donc, c'est le taux qui est acceptable. Mais ce qui m'intrigue est que, peut-être que je ne l'avais pas dit, nous avons une couverture en BCG qui n'est jamais arrivée à 80%. Souvent, nous sommes en deçà de 80%, pendant que l'objectif est au moins 90%. Mais donc, je me dis, nous n'arrivons pas à atteindre les 80%, mais en fait, c'est bien que le taux de perte est acceptable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce que nous essayions donc d'aller vers vraiment donc la réduction donc au moins à 20%, parce que déjà la quantité qui nous arrive, elle ne couvre pas tous les besoins. Voilà un peu l'idée. OK. Et d'autres questions, quelle est la raison pour l'insuffisance en quantité de BCG? Est-ce un problème de commande de vaccins, ou bien c'est que le stock n'est pas suffisant au niveau supérieur, que ce soit au niveau régional ou bien au niveau central? Oui, souvent les problèmes, par exemple, comme l'année passée, nous avons connu, donc je pense, donc seulement 20% d'approvisionnement en BCG. Et ça a été dû au niveau central. Donc souvent,
les faibles approvisionnements est dû au niveau central. C'est là vraiment donc, disons, la cause majeure de ces taux-là. Voilà. OK, donc rupture de stock au niveau central, c'est ça? Oui. OK, et je vois il y a tellement de commentaires dans le chat, donc peut-être je vais inviter certaines personnes. Il y avait la question du docteur Seydou Amadou Traoré. Docteur Seydou Amadou Traoré, je vous invite à activer le micro si vous avez la possibilité. Est-ce que vous êtes sûr que tous les enfants sont enregistrés dans le registre? Je ne sais pas si cette question est adressée, Oui, est adressée à Junior. effectivement, oui, c'est adressé à Junior. Est-ce que Okay. comprendre par rapport à son taux de perte là, est-ce qu'il Oui. est sûr que les enfants sont tous enregistrés dans le registre? Parce que nous savons sur le terrain que nos parents collatéraux là, donc, vous voyez, les vaccinateurs les vaccinent, mais ils oublient de pointer dans les registres de vaccination. S'il s'agit de ces cas, est-ce que par rapport à son taux de perte, le BCG va revoir ça? Si c'est non, donc là, ma question est répondue. Oui, en fait, c'est un problème. Oui, les problèmes des cibles, j'avais pensé, mais je me suis dit, parce que pour arriver disons, à définir, bon, donc les défis, il y a eu plusieurs défis. Je me suis dit, la cible qu'il faudra dénombrer, tout ça, et que ça peut nous demander beaucoup plus de moyens, et que aussi résoudre ces problèmes, peut-être qu'on ne les saura pas tellement. C'est pour cela que nous nous sommes fixés un objectif un peu minimal. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire. Et la cible n'est, disons, au Congo, comme vous le savez, donc les recensements a eu lieu, donc ça fait si c'est 30 ans ou 20 ans. Donc, la cible est extrapolée. Mais au début de chaque année, on fait des dénombrements donc, dans chaque district que l'on sait donc de faire selon nos propres moyens. C'est vrai aussi, j'y ai pensé, mais je me dis, est-ce que je saurais avec le peu courant? C'est pour cela que je me suis rabattu vraiment sur donc les prestataires, c'est-à-dire qu'avec eux, est-ce qu'on peut y arriver? Je ne sais pas si vous me comprenez. Okay. Il y a plusieurs défis, mais dans les défis résolvables donc, par rapport à mes capacités, je me suis rabattu un peu donc, à cela et raisonner donc, avec eux quelle est la stratégie que l'on peut mettre en œuvre. Mais par rapport à la cible, c'est aussi un problème que j'avoue également aussi. Ouais. Et puis, j'avais une autre question, c'est Junior, par rapport aux séances de vaccination, comment vous tenez combien? Parce qu'il y a il y a Christophe Giracou qui a demandé non, il demandait est-ce que c'était possible, est-ce que cet objectif peut être atteint, donc 20% de taux de perte en BCG peut être atteint. Et moi, je pense que sa question, c'était par rapport, nous savons que le BCG ne respecte pas à la politique de l'OMS des flacons entamés, dont lorsqu'un flacon est entamé, après 6 heures, on ne peut plus l'utiliser. Et donc, du coup, ça veut dire que la plupart du temps, pour minimiser les pertes, il faut regrouper les enfants. Donc, quelle stratégie est utilisée dans votre district pour l'administration du vaccin BCG? En fait, c'est la stratégie fixe et la stratégie avancée. Et je pense que vous avez sorti effectivement le mot. J'étais en train de penser comment donc, utiliser un peu les regroupements d'enfants. En fait, je suis en train donc, de penser à cette stratégie-là, mais peut-être que par peur, je me dis, ça me coûte quoi, ça pèse comment. Voilà un peu, c'est comme j'enfonce une porte, donc je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, d'accord. Alors, donc, je pense à ces regroupements-là, bien que nous avons ces deux stratégies-là fixes et avancées. Oui, parce que je pense déjà que l'objectif de taux de perte en BCG de la RDC est déjà très ambitieux.
être très ambitieux et lorsque vous voulez encore aller en deçà de cela, c'est pour ça que je vais me retourner vers les autres qui sont là. Il y a Ousseini Abdoulaye. Je me retourne d'abord vers Ousseini Abdoulaye parce qu'il n'est pas de la RDC. Gentil Belou, on va revenir vers vous plus tard. Mais Ousseini Abdoulaye, quelle est votre expérience en ce qui concerne la vaccination et la réduction des taux de perte en BCG dans votre contexte? Et s'il vous plaît, commencez d'abord par vous présenter. Merci Charlotte, merci à tous. Bonsoir à tous. Je suis Ousseini Abdoulaye, je suis manager des ressources au niveau du district sanitaire de Bermo au Niger. Donc c'est un district nomade. D'abord, en ce qui concerne le taux de perte en BCG, merci Charlotte, vous avez abordé beaucoup de la question de la politique des flacons entamés qui ne se fait pas avec le BCG. Maintenant, allô? Oui. On t'entend. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, j'avais une question au départ. Je voudrais savoir quelle était le caractéristique de sa zone. Est-ce que c'est une zone d'insécurité ou ce n'est pas une zone d'insécurité? Ça, c'était ma première question. Et j'ai aussi une autre suggestion pour lui. En ce qui concerne la vaccination pour le BCG, il faut sur rendez-vous. Le regroupement dont vous avez parlé, c'est une bonne chose. Mais si le regroupement doit se faire, il doit se faire en collaboration avec les relais des zones. Par exemple, si vous avez une maternité, vous pouvez faire la situation des femmes qui ont accouché. Et en collaboration avec le relais, avec les autres enfants du village qui n'ont pas eu le BCG, maintenant, vous regroupez le nombre d'enfants qui correspond au flacon et vous ouvrez le flacon pour faire la vaccination. Sinon, si cette stratégie aussi n'a pas marché, vous devez aller alors retourner voir un peu votre plan intégré de communication qui doit revoir certaines stratégies où c'est les regroupements, où c'est les rendez-vous avec les relais ou à domicile. Bon, selon la stratégie qui peut arranger votre zone. Parce que nous, ici, vraiment, la stratégie qu'on utilise, c'est celle des rendez-vous. Avec le relais, on fait la situation des enfants qui sont nés et on fait la situation des enfants qui sont nés aussi dans les villages qui n'ont pas été vaccinés en BCG. Et avec eux, on ouvre le flacon et chacun a sa vaccination. Voilà un peu la question et un peu mon point de vue que je voudrais ajouter par rapport à cette question de vaccination du BCG. Merci. OK, merci beaucoup Ousseini Abdoulaye pour ce commentaire. Je vais me tourner vers Gentil Mbelou. Gentil, êtes-vous en mesure d'activer votre micro? Et pendant que Gentil le fait, il y a Christophe Giracoula qui dit dans le chat, le regroupement des enfants ne peut pas vraiment permettre de réduire le taux de perte en BCG. On risque de manquer les enfants avec les autres antigènes. Et j'aimerais inviter Christophe, je ne sais pas si Christophe, vous êtes en mesure d'activer votre micro. Pourquoi est-ce que vous pensez ainsi? Quelle est votre expérience en matière de cela? J'espère que vous êtes en mesure de nous parler, Christophe. Allez-y, vous avez la parole. Et s'il vous plaît, présentez-vous aussi. Ok, merci. Moi, c'est Dr Miracle Christophe, le MCD du district sanitaire de Bol dans la province de Lac-Tchad. Je pense que cette situation que notre collègue vient de présenter, on est en train de le vivre aussi dans notre district. Et on avait pensé adopter la même stratégie que lui avait proposée pour vraiment minimiser le taux de perte. Mais quand on avait essayé, à un certain niveau, on est en train de manquer vraiment les enfants qui doivent recevoir d'autres antigènes. Parce qu'il y a un problème de logistique qui va se poser là à ce niveau. Parce que le jour où vous sortez, par exemple, il y a des enfants qui auront les penta 1, les penta 2 et consorts. Si vous arrivez à trouver, par exemple, un seul enfant ou deux, vous allez dire de revenir prochainement pour maintenant regrouper ces enfants et leur donner le BCG. Donc, ça va nécessiter des ressources supplémentaires. Et dans le cas échéant, si vous n'avez pas ces ressources, vous allez du coup rater ces enfants et ça ne pourra pas vraiment vous permettre
de minimiser ces taux de perte-là. Donc, j'avais porté le problème même lors d'une validation des données de vaccination. Et on avait discuté et en recommandation, on nous a dit l'objectif est fixé, le taux de perte est fixé, par exemple, chez nous, c'est 50%. Mais au-delà de ça, il y a des zones de responsabilité qui vont au-delà. Et on nous dit, même si c'est un seul enfant, il faut seulement ouvrir le vaccin pour le vacciner que de le laisser, de les regrouper. Donc, moi, cette stratégie-là, je pense que c'est bon. On peut minimiser les risques, mais de l'autre côté, on est en train de blâmer aussi les enfants, quoi. Merci. Okay, merci beaucoup, Christophe Géakoula, pour votre intervention. Je vois que le temps est en train de passer très rapidement. Nous avons à peine 10 minutes avant la fin de cette séance. Donc, j'aimerais en ce moment me retourner vers François. François, avez-vous des questions à l'endroit de Junior? J'ai écouté très attentivement à la fois les commentaires, certains sont très valables. Et moi, je viens un peu la vieille génération où le taux de perte acceptable était 50% pour le BCG. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois plus de doses que d'enfants estimés à vacciner. Ça, c'était l'ancien taux de perte. Maintenant, à partir du moment où on paye des vaccins, on trouve que ce taux est trop élevé. Et j'ai entendu aussi, et dans certains pays, disant il faut ouvrir un flacon même pour un vaccin. Mais vous faites face à une réalité. Si vous ouvrez un flacon de vaccin pour un enfant, vous allez rater, vous allez perdre tellement que vous n'arriverez pas à vacciner les autres en fonction du nombre de vaccins et de doses que vous avez reçus. Pour moi, il y a quand même, peut-être qu'il n'y a pas de solution magique. Hein, et j'ai bien aimé le fait de discuter localement avec les centres de santé, les relais communautaires. Il est un fait que si vous arrivez dans une communauté et que vous vaccinez 3 enfants au lieu d'1, vous avez réduit vos pertes. Et 30%, c'est vraiment difficile d'atteindre les 30%, et je le comprends tout à fait, de 30% de pertes. C'est un défi, mais c'est lié au contexte. Si vous êtes en ville, des enfants qui ont accès au centre fixe, ou alors si vous êtes dans des zones rurales où vous allez 1 fois par mois quand il y a des ressources. Et donc, moi, j'ai trouvé très bien que le complément de la stratégie, c'était d'identifier tous les enfants quand ils viennent de naître. Et ça peut sans doute indirectement réduire le taux de perte. Maintenant, le regroupement dans ces villages, effectivement, il y a toujours des risques. Et je crois que ce qui est important, c'est toujours d'essayer une stratégie qui paraît logique et puis de mesurer très clairement s'il y a un impact positif ou négatif. Maintenant, ma question importante, c'est quand vous commandez vos vaccins, vous commandez face à une couverture de 90% ou face à votre couverture actuelle? Quelle est votre couverture actuelle? Et quand vous commandez vos vaccins, vous commandez sur la base de 90% ou 100% des enfants à vacciner pour BCG avec 30% de taux de perte? Comment faites-vous en pratique? Oui, merci. En fait, en pratique, nous, à moins que je me trompe, nous commandons sur le 100% d'enfants à vacciner. Le 100% d'enfants vaccinés. Avec les 30% de taux de perte pour le BCG. Oui. Et là, vous atteignez quel taux de couverture actuellement? Actuellement, si nous sommes bien approvisionnés, donc par rapport, bien que c'est insuffisant, nous arrivons autour de 80%. Sauf que l'année passée, c'était vraiment l'année atypique. Hein. Donc, il n'y avait pas eu assez de vaccins. On était à 21%. Alors, vous atteignez, est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a une période où vous n'avez plus de vaccin? Est-ce que les 20% ou les 10% que vous essayez d'obtenir, est-ce que c'est lié à subitement une rupture en stock de vaccins BCG et donc pendant une semaine, dans le mois, vous ne vaccinez pas? C'est un exemple. Oui, donc c'est un peu les deux. C'est-à-dire quoi? Il y a la quantité que nous recevons est insuffisante et qu'il y a aussi des mois où vous vaccinez, vous ne vaccinez pas. C'est-à-dire que vous vous attendez à ce que vous soyez approvisionné. En fait,
J'appelle les deux. Donc, la quantité est insuffisante. Quand ça arrive, et maintenant, vous avez un nombre d'enfants que vous n'avez pas donc, atteint, que vous allez essayer de récupérer, bien que vous allez essayer de les récupérer, mais la quantité qui va aussi vous arriver, vous voyez que ça ne sera pas toujours suffisant. C'est un peu une insuffisance qu'on peut qualifier de chronique, un peu comme ça. Une question complémentaire. Dans votre politique de santé, est-ce que vous pouvez vacciner avec le BCG au-delà de 45 jours? Certains pays d'Afrique, leur politique est de ne pas vacciner avec le BCG au-delà de 45 jours. Quelle est la vôtre dans votre contexte? On peut vacciner au-delà des 45 jours, apparemment. Bon, je n'ai pas de précision, mais donc je pense qu'on peut aller au-delà des 45 jours. Je pense, oui. Et la dernière chose, c'est quelle proportion des enfants que vous vaccinez sont vaccinés par des stratégies avancées dans votre zone de santé? La majorité, disons la proportion, on peut autour de 80% sont en stratégie, 60% sont en stratégie fixe. À 60%, et donc 40% de votre cible doit être rejointe par des stratégies avancées. Et vous arrivez à faire est-ce que vous arrivez à faire avec vos ressources toutes les stratégies avancées? Elles sont mensuelles ou elles sont bimensuelles, ces stratégies? Ils sont mensuels. D'ailleurs, aujourd'hui, je venais de voir la couverture de ce qu'on avait fait le mois passé. La stratégie avancée n'a pas été suffisamment couverte. Donc, on est autour de 50%. Donc, si vous êtes autour de 50%, ça veut dire qu'il n'y a que la moitié des stratégies avancées qui sont exécutées. Ça devrait vous permettre de réduire un peu votre taux de perte si vous attrapez tous les enfants. Et à partir du moment, est-ce que vous croyez que quand vous arrivez dans un village en stratégie avancée, tous les nouveau-nés qui ont besoin de BCG sont connus ou pas? Ils ne sont peut-être pas encore enregistrés. Vous avez mis en place un registre communautaire avec les relais, mais est-ce qu'ils sont connus, tous les enfants qui viennent de naître entre les deux passages sont connus ou pas? Ils sont difficiles. Théoriquement, ça devrait être connu parce que nous travaillons avec les relais. En fait, c'est pour cela aussi, l'idée, c'est d'aller et descendre un peu. Bon, moi-même, essayer d'assister donc, à une stratégie peut-être avancée pour essayer de voir l'organisation, parce que je n'ai pas tellement d'éléments probants de moi, mais théoriquement, oui, on travaille avec les relais communautaires d'après les données que nous recevons toujours. D'accord, parce que je me disais, bon, vous avez illustré qu'en fait, pour des raisons locales, d'environnement, de ressources disponibles, vous ne faites que la moitié de vos stratégies avancées. Quand on fait la moitié des stratégies avancées, si on attrape tous les enfants, on réduit les taux de perte. Hein. Quand on a automatiquement, vous ajustez votre taux de perte en ne faisant pas, mais vous ne voulez pas, comme certains l'ont mentionné, vous ne voulez pas rater d'autres enfants en les faisant revenir. Donc, en fait, il est important, chaque fois que vous avez stratégie avancée, que vous ayez la connaissance et l'enregistrement de tous les enfants qui sont nés et qui doivent recevoir tous leurs vaccins, quoi. Donc, ça, c'est une bonne action que vous avez planifiée qui devrait vous porter des fruits. Si vous arrivez à faire toutes vos stratégies avancées, peut-être que le vaccin, c'est simplement un exemple, c'est à vous de voir parce que vous cherchez un peu des idées. Peut-être que le vaccin BCG se fait tous les 2 mois au lieu de se faire tous les mois. Même si, bien sûr, j'ai lu des articles qui disent qu'il faut vacciner, il faut ouvrir un flacon. Ça, c'est le rêve, quoi. Un flacon pour un enfant. Mais peut-être que vous pouvez gagner quelques points en faisant une fois sur 2 lors des stratégies avancées, parce qu'en ville, c'est beaucoup plus facile d'attraper tous les enfants et d'avoir un regroupement un jour de la semaine. À toi. Et merci encore pour exposer quelque chose qui est très pratique, très concret, où on a eu des partages qui sont très utiles pour bien comprendre une situation qui n'est pas du tout facile, et c'est très bien. Merci. Effectivement, François, une situation pas du tout facile dont rencontre la majorité des professionnels de la vaccination dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Et comme vous venez de le dire, à chaque fois, il faut trouver des solutions un peu contextuelles.
Mais moi, je pense, François, je vais te passer la parole pour ce qu'on doit retenir par rapport à ces deux partages d'expérience aujourd'hui. Mais moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut apprendre du partage d'expérience de Nicolas Kachama qui peut permettre à Junior de relever ce défi, c'est-à-dire l'instauration de registres communautaires. Pour qu'à chaque naissance, les relais communautaires peuvent noter les enfants qui viennent de naître. Et si à la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous avez cette liste qui est disponible, vous connaissez à peu près par communauté le nombre d'enfants qui ont droit au BCG dont vous devez vacciner. Et là, vous pouvez descendre pour les stratégies avancées ayant déjà un nombre, un chiffre en tête et regrouper ces enfants-là et les vacciner au même moment. Je ne sais pas, François, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, je me dis, nous sommes déjà arrivés au thème de cette partage d'expérience aujourd'hui très riche. Et juste pour dire que nous avons encore une dernière occasion ce jeudi pour notre toute dernière séance de partage d'expérience. Donc, allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Inscrivez-vous dès maintenant pour la séance de jeudi. Je viens de mettre le lien dans le chat. Vous savez qu'à chaque fois, nous devons nous inscrire à nouveau pour les séances de partage d'expérience. Et si vous n'avez pas encore fixé votre action de la semaine, allez-y, cliquez sur le lien que je viens de mettre. Et désolé si nous n'avons pas pu vous écouter, malgré le fait que votre main est levée, mais nous devons ouvrir la salle pour la séance avec les anglophones. Donc, à toi, François, pour le mot de fin de notre séance de ce jour. Non, je veux surtout remercier tous les intervenants qui sont venus répondre à la question de comment répondre à quelqu'un qui dit vaccin est gratuit, mais les autres médicaments essentiels, comme pour la malaria, la pneumonie, on doit payer. Donc, pourquoi? Et je pense qu'il a évoqué de très bons arguments en disant que on a entendu, le vaccin n'est pas gratuit, il est payant. Et si on est malade, on va payer, le gouvernement, c'est un coût pour le gouvernement. S'il y a des épidémies, on va payer les médicaments pour traiter l'enfant, alors que là, on est en train de le prévenir et on a une intervention gratuite. Ensuite, j'ai bien aimé le fait que le gouvernement offre gratuitement le supplément en vitamine A, mais c'est un coût pour le gouvernement et les partenaires. La vitamine A, les vermifuges, donc les moustiquaires qui sont pour la malaria, donc c'est déjà une grosse contribution gratuite. On peut toujours faire mieux dans un gouvernement, mais les budgets de la santé sont limités, mais c'est au moins déjà ça, c'est quelque chose de positif. Et j'ai bien aimé et j'espère que c'est un bénéfice pour Junior d'avoir écouté. L'autre chose qui vient, les taux de perte, je pense que c'est un dilemme pour des tas de pays d'Afrique. Moi, mon rêve, ce serait qu'on puisse ouvrir un flacon pour un enfant et ne jamais rater cette occasion quand on a un enfant en face de soi qu'on risque de ne pas retrouver. Et l'initiative d'avoir des registres communautaires qui vous donnent l'information exacte va pouvoir peut-être permettre de mieux gérer la quantité d'enfants à vacciner et de façon à réduire le taux de perte. Et il faut suivre de près parce qu'effectivement, on ne veut pas perdre des enfants parce qu'on veut réduire le taux de perte, on donne des rendez-vous, ces enfants ne reviennent pas. Et je pense que ce qui est important, c'est le débat, c'est de discuter également avec les responsables des vaccinations. Ils ont sûrement des idées. Discuter avec les relais communautaires, peut-être les responsables de village pour voir comment on peut s'assurer que tous les enfants sont là. Mais merci beaucoup pour ce partage. Je vois une main levée de Poupani Fadi. Malheureusement, nous ne pouvons pas écouter Poupani Fadi aujourd'hui. On espère que jeudi, on pourrait lui donner la parole, ainsi qu'à Gentil Mbelou. Donc, nous devons nous séparer maintenant. Mais une fois de plus, merci. Merci à Nicolas Kachama. Merci à Junior Biakanti. Merci à toutes et à tous pour vos contributions très riches à cette séance de partage d'expérience d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous jeudi à 11h de Genève pour notre toute dernière séance de partage d'expérience pour ce cycle d'action complet. Donc, ne ratez pas le rendez-vous et allez-y maintenant sur
sur Telegram et dites comment vous avez trouvé la séance d'aujourd'hui et surtout invitez les pairs, invitez les autres à ne pas manquer le rendez-vous de jeudi. Une fois de plus, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à jeudi. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.